5. C'est parti. Chapitre 25, journal du docteur Seward. 11 octobre au soir. Jonathan Harker me prie d'enregistrer ce qui suit. Lui-même, me dit-il, ne suffit pas à la tâche et il souhaite que tout soit exactement consigné. Aucun de nous, je pense, ne fut surpris quand nous fûmes invités auprès de Miss Harker un peu avant le crépuscule. Nous avons été récemment amenés à comprendre que le lever et le coucher du soleil sont pour elle des moments d'une étrange libération où son moi véritable se manifeste sans que nulle force ne la domine, soit pour l'empêcher d'agir, soit au contraire pour l'y obliger. Cet état fait son apparition environ une demi-heure ou davantage avant le lever ou le coucher du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil soit haut ou que les nuages s'embrasent sous les rayons qui dépassent encore l'horizon. C'est au début une sorte d'influence négative, comme si un lien était dénoué, à quoi succède très rapidement une liberté absolue. Mais quand celle-ci est suspendue, le retour en arrière, la rechute, viennent très vite, précédés seulement par un intervalle de silence, avertisseur. Lorsque nous nous rencontrâmes ce soir, elle paraissait quelque peu contrainte et donnait tous les signes d'une lutte intérieure. J'attribuais cette tension au violent effort qu'elle exigeait d'elle-même dans le premier moment où elle recouvrait sa liberté. Quelques minutes toutefois lui suffirent pour reprendre un contrôle total sur elle-même, puis, faisant signe à son mari de s'asseoir à son côté sur le sofa où elle était à demi étendue, elle nous pria d'apporter des chaises près d'elle. Prenant dans les siennes la main de Harker, elle commença. « Nous sommes ici réunis, libres, et peut-être pour la dernière fois. Chère, je sais que vous serez toujours avec moi jusqu'à la fin. » Ces mots s'adressaient à son mari, dont la main, nous le voyions, serrait étroitement la sienne. Demain matin, reprit-elle, nous partons accomplir notre entreprise et Dieu seul sait ce qu'elle nous réserve. Vous avez la bonté de me prendre avec vous. Tout ce que les hommes courageux peuvent faire pour une pauvre, faible femme dont l'âme est peut-être perdue. Non, pas encore, mais en grand danger en tout cas, vous le ferez, je le sais. Mais souvenez-vous que je ne suis pas semblable à vous. Il y a du poison dans mon sang, dans mon âme, et j'en puis périr, à moins que quelque secours ne me vienne de vous. Ah, mes amis, vous savez aussi bien que moi que mon âme est en péril. Je sais, il est vrai, qu'une voie reste ouverte devant moi, mais vous ne devez pas, et je ne dois pas la prendre. Elle nous jeta un regard interrogateur, le premier et le dernier étant pour son mari. Quel chemin ? Demanda Van Helsing d'une voix rauque. Quel est ce chemin que vous ne devez pas, que vous ne pouvez pas prendre ? Mourir sur le champ, de ma propre main ou de celle d'un autre, avant qu'un mal plus grand soit consommé. Je sais, et vous aussi, que si j'étais morte, vous voudriez libérer mon esprit immortel, comme vous l'avez fait pour la pauvre Lucie. S'il n'y avait pour m'arrêter que la mort ou la peur de la mort, je n'hésiterais pas devant elle à présent parmi les amis à qui je suis chère. Mais la mort n'est pas tout. Je ne puis croire qu'en mourant maintenant avec un si grand espoir devant nous et une tâche meilleure à accomplir, je fasse la volonté de Dieu. C'est pourquoi je renonce pour ma part à la certitude du repos éternel et je m'avance vers cette nuit qui recèle peut-être ce qu'il y a de plus noir en ce monde et dans le monde inférieur. Nous nous taisions, comprenant d'instinct que ce n'était là qu'un prélude. Les autres visages étaient graves, tendus. Celui de Harker devenait couleur de cendre. Peut-être devinait-il mieux que nous ce qui allait suivre. Elle poursuivit. Tel est mon apport au Hochepot. Je remarquai l'étrange terme dont elle s'était servie à cet endroit et le plus sérieusement du monde. Quel est l'apport de chacun d'entre vous ? Vos vies, je le sais, dit-elle vivement. Tâche aisée pour des hommes braves. Vos vies viennent de Dieu et vous les lui restituez. Mais que me donnerez-vous à moi ? Elle eut de nouveau le même regard interrogateur, mais en évitant cette fois les yeux de son mari. Kinsey semblait la comprendre car il acquiesça d'un mouvement de tête, et le visage de Miss Harker s'éclaira. Eh bien, je vais vous dire simplement ce que je veux de vous, car rien dans notre accord ne doit rester dans l'ombre. Vous devez me promettre, chacun et tous, et même vous, mon mari bien-aimé, si l'heure vient, de me tuer. Quelle heure ? Kinsey avait parlé, mais d'une voix basse, étranglée. Celle où vous serez convaincu que le changement en moi est tel que la mort pour moi est devenue préférable à la vie. Lorsque je serai la sorte de non-morte, selon la chair, sans attendre une seconde, percez-moi d'un pieu et coupez-moi la tête, ou faites tout ce qu'il faudra pour que j'accède au repos.
Kinsey fut le premier à se lever après un silence. Il mit un genou en terre devant elle et, lui prenant la main, dit solennellement « Je ne suis qu'une brute, et peut-être n'ai-je pas vécu pour être digne d'une telle distinction, mais je vous jure par tout ce que j'ai de plus sacré que si cette heure vient jamais, je ne broncherai pas devant le devoir que vous nous imposez. Et je vous promets également que si j'ai le moindre doute, je n'hésiterai pas, je considérerai le moment comme venu. » Mon véritable ami, ce fut tout ce qu'elle put dire au milieu de ses larmes, et s'inclinant vers lui, elle baisa sa main. « Je prends le même engagement, Madame Mina, dit Van Helsing. Moi aussi, dit Lord Galming, chacun d'eux à son tour s'agenouillant pour prêter serment, et je fis de même. Son mari enfin se tourna vers elle, le regard perdu et le visage couvert d'une pâleur verdâtre qui atténuait la blancheur neigeuse de ses cheveux. Il demanda « Et moi aussi, dois-je faire cette promesse, ô ma femme ?» « Vous aussi, mon chéri, lui répondit-elle avec un immense élan de pitié dans la voix et les yeux. Vous ne devez pas reculer, vous êtes ce que j'ai de plus proche et de plus cher. Pour moi, vous êtes le monde entier. Nos âmes sont fondues l'une dans l'autre pour toute la vie et toute l'éternité. Songez, mon chéri, qu'il y eut une époque où des hommes braves ont tué leurs épouses et les femmes de leur famille pour leur épargner de tomber entre les mains de l'ennemi. Leurs mains n'ont pas défailli, car celles qu'ils aimaient les suppliaient de les tuer. C'est le devoir viril envers les aimés dans les jours d'épreuves atroces. Ah, mon très cher, si je dois mourir de la main de quelqu'un, que ce soit de la main de celui qui m'aime le plus. Docteur Van Helsing, je n'ai pas oublié que lorsqu'il s'est agi de la pauvre Lucie, vous avez témoigné une véritable pitié à celui qui l'aimait. Elle rougit fugitivement, s'arrêta, modifia sa phrase, à celui qui avait éminemment le droit de lui conférer la paix. S'il revient une heure comme celle-là, je compte sur vous pour que mon mari se souvienne avec douceur, sa vie durant, que c'est sa main aimante qui me libéra du joug d'horreur que je portais. Je jure une fois encore, dit la voix vibrante du professeur. Miss Harker sourit. Oui, sourit vraiment. Et retombant en arrière avec un soupir de soulagement, elle reprit. Et maintenant, pour vous mettre en garde, un dernier mot il ne faudra jamais oublier. Cette heure, si elle doit un jour venir, peut surgir rapide et inattendue. Dans ce cas, ne perdez pas de temps à guetter une occasion propice, car à ce moment je puis être, oui, si l'heure vient, je dois être alliée contre vous à notre ennemi. Une prière encore, dit-elle, d'une grande solennité. Une prière moins vitale, moins urgente que l'autre, mais c'est une faveur que je vous demande de m'accorder si vous le voulez bien. Nous marquâmes notre accord sans qu'un seul de nous eût dit un mot. Ce n'était pas nécessaire. Je vous demande de lire maintenant l'Office des morts. Un sourd gémissement de son mari l'interrompit. Elle prit sa main, la posa sur son cœur tout en continuant. Vous le lirez un jour sur mon corps. Quelle que soit l'issue de cette terrible aventure, ce sera une douce pensée pour nous tous, pour plusieurs du moins. Mon chéri, c'est vous, j'espère, qui le lirez. Ainsi, c'est votre voix qui le gravera dans ma mémoire pour l'éternité, quoi qu'il arrive. Mais ma chérie, plaida-t-il, la mort est bien loin de vous. Non pas, dit-elle, levant la main en signe d'avertissement. Je suis en ce moment plus ensevelie dans la mort que si un sépulcre terrestre pesait sur moi. Ma femme, dois-je vraiment lire demanda-t-il avant de commencer. Cela me fortifierait, mon époux, dit-elle sans plus. Et il se mit à lire lorsqu'elle lui eut tendu le livre. Comment pourrais-je, qui pourrais-je décrire cette scène étrange avec sa solennité, sa sombre tristesse, son horreur et malgré tout sa douceur? Même un sceptique qui ne voit qu'une parodie d'amour, d'amère vérité dans tout ce qui est émotion sacrée, aurait senti son cœur se fondre devant ce petit groupe d'amis tendres et dévoués, à genoux autour de cette femme accablée et souffrante, et en entendant la voix sensible, passionnée, de son mari, tandis qu'en accent brisé par l'émotion et souvent entrecoupé, il lisait le simple et bel office des morts. Je n'en puis plus. Les mots et la voix me manquent. Son instinct l'avait bien guidé, si incroyable que cela puisse paraître, et nous fûmes les premiers étonnés, ce moment nous réconforta puissamment. Et le silence, qui nous prouva que Miss Harker perdait de nouveau après la liberté de son âme, ne nous remplit pas du désespoir que nous avions redouté. Journal de Jonathan Harker, 15 octobre, Varna. Nous avons quitté Charing Cross dans la matinée du 12, atteint Paris la même nuit et pris les places réservées pour nous dans l'Orient Express. Voyageant nuit et jour, nous sommes arrivés ici vers 5 heures. Lord Godalming s'est rendu au consulat, demandé si aucun télégramme n'était arrivé pour nous, tandis que les autres s'installaient à l'hôtel, l'Odessus.
Le voyage a pu comporter quelques incidents. J'étais trop pressée d'arriver pour en prendre souci. Jusqu'à ce que le tsarine Catherine entre au port, rien dans le vaste monde n'aura pour moi le moindre intérêt. Grâce à Dieu, Mina est et semble être bien plus forte. Elle reprend des couleurs et dort beaucoup. Pendant le voyage, elle a dormi presque tout le temps. Mais au moment qui précède l'aube et le crépuscule, elle est au contraire très éveillée et active. Ce sont les heures où Van Helsing a pris l'habitude de l'hypnotiser. Au début, il a éprouvé certaines difficultés et il a dû faire bien des passes. Mais à présent, elle semble céder sur le champ, comme par habitude, et c'est à peine s'il faut agir sur elle. À ces instants-là, il semble avoir toute autorité sur elle et ses pensées lui obéissent. Il lui demande invariablement ce qu'elle peut voir et entendre. Elle répond alors « Rien. Tout est noir. » Puis, j'entends les vagues heurter le navire et l'eau qui se brise. On tire des cordes, des voiles, les mâts grincent, les vergues. Le vent est fort, je l'entends dans les haubans, et la proue fend l'écume. Le tsarine Catherine est évidemment encore en mer, se hâtant vers Varna. Lord Godalming rentre à l'instant avec 4 télégrammes envoyés de jour en jour depuis notre départ, et tous nous donnant le même renseignement. Le Lloyd n'a été avisé du passage du tsarine Catherine en quelque lieu que ce soit. Lord Godalming avait pris ses dispositions avant de quitter Londres afin que son agent lui télégraphie de jour en jour et lui dise si le navire avait été signalé quelque part. Nous avons dîné et nous sommes couchés tôt. Demain, nous devons voir le vice-consul et prendre nos dispositions, si c'est possible, pour monter à bord dès que le bateau arrivera. Notre chance serait, dit Van Helsing, que nous puissions le faire entre le lever et le coucher du soleil. T'as oublié de mute ton micro, Sgan. Même sous la forme d'une chauve-souris, le comte ne peut traverser une eau courante par ses propres sources. Il ne pourra donc quitter le navire, comme il ne peut, sans éveiller les soupçons, ce qu'il évite évidemment de faire, prendre la forme humaine. Il lui faut rester dans son coffre. Si par conséquent nous pouvons monter à bord après le lever du soleil, il sera à notre merci, car nous pourrons ouvrir sa caisse et nous assurer de sa personne, comme on l'a fait pour la pauvre Lucie avant qu'elle ne s'éveille. La pitié qu'il peut attendre de nous ne sera pas grand-chose. Grâce au ciel, la corruption peut tout dans ce pays, et nous avons beaucoup d'argent. Assurons-nous simplement que le bateau ne puisse accoster entre le coucher et le lever du soleil, sans que nous soyons avisés, et nous nous sommes sauvés. Le seigneur Portefeuille arrangera les choses, j'imagine. Je peux pas le mute. 16 octobre. Mina signale toujours la même chose. Des vagues clapotantes, de l'eau qui se brise, de l'obscurité et du vent en poupe. Nous sommes arrivés bien à temps et les nouvelles du tsarine Catherine nous trouveront prêts. Le bateau doit passer les Dardanelles. Nous sommes donc sûrs d'entendre parler de lui. 17 octobre. Tout est fin prêt à présent, je pense, pour saluer le comte à son retour de voyage. En racontant aux affréteurs que la caisse devait contenir des objets volés à un de ses amis, Godalming a obtenu une demi-autorisation de l'ouvrir à ses risques et périls. L'armateur lui a remis un papier, prescrivant au capitaine de lui accorder toute facilité pour agir à sa guise sur le bateau, et une autorisation analogue pour son agent de Varna. Nous avons vu cet agent, favorablement disposé par la courtoisie de Godalming à son égard, et nous sommes convaincus qu'il nous apportera toute l'aide qui sera en son pouvoir. Nous avons pris nos mesures, pour le cas où nous parviendrons à ouvrir la caisse. Si le comte s'y trouve, Van Helsing et Seward lui couperont la tête tout en lui enfonçant un pieu dans le cœur. Maurice Godalming et moi nous préviendrons toute intervention, même s'il nous faut faire usage des armes dont nous serons pourvus. Le professeur nous assure que le corps du comte, traité de la sorte, tombera aussitôt en poussière. En ce cas, rien ne témoignera contre nous si nous venions à être soupçonnés de meurtre. Même si la chose ne se produisait pas, nous assumerions les conséquences de notre acte et peut-être un jour, ce cahier pourrait-il servir de preuve pour s'interposer entre l'un de nous et l'échafaud. Pour moi, je serais trop heureux de saisir l'occasion si elle se présente. Nous sommes décidés à remuer ciel et terre pour assurer notre succès. Nous nous sommes arrangés avec certains officiels afin d'être avertis par messager spécial dès que le tsarine Catherine sera en vue. 24 octobre. Toute une semaine d'attente. Un télégramme chaque jour pour Godalming répétant la même histoire. Aucune nouvelle encore. La réponse de Mina pendant l'hypnose est invariablement clapotis des vagues, coups d'eau, grincement de main. Télégramme de Rufus Smith, Lloyd, Londres, pour Lord Godalming au bon soin de SMB, vice-consul, Varna. 24 octobre. Tsarine Catherine signalée ce matin aux Dardanelles.
Journal du docteur Seward, 24 octobre. Combien je regrette de n'avoir pas mon phonographe, combien je m'ennuie comme l'écriture de mon journal à la plume. Mais Van Helsing dit qu'il le faut. Nous avons eu un accès de folle agitation quand ce matin Godalming a reçu le télégramme du Lloyd. Je sais à présent ce que les soldats peuvent éprouver en entendant le signal de l'attaque. Seule de nous tous, Miss Harker ne donne aucune marque d'émotion, car nous eûmes soin de lui laisser tout ignorer et de ne rien lui laisser voir de notre impatience. Autrefois, j'en suis sûre, elle aurait tout remarqué, quelque peine que nous eussions prise pour dissimuler, mais sous ce rapport, elle a beaucoup changé depuis les 3 dernières semaines. Une léthargie s'étend sur elle. Quoiqu'elle semble forte et bien portante, et qu'elle ait repris ses anciennes couleurs, Van Helsing et moi ne sommes pas satisfaits. Nous parlons souvent d'elle, sans du reste rien en dire aux autres. Ce serait briser le cœur et sûrement les nerfs du pauvre Harker que de lui laisser deviner nos soupçons. Van Helsing examine attentivement, me dit-il, ses dents, tandis qu'elle est en état d'hypnose, assurant qu'aussi longtemps qu'elle ne devienne pas plus aiguë, il n'y a pas de danger urgent d'une transformation. Si cette transformation s'amorçait, il faudrait prendre des mesures. Nous savons ce qu'elles en seraient, quoique nous échangions pas nos pensées à ce sujet. Aucun de nous ne reculera devant la tâche, si affreuse qu'elle puisse être. Euthanasie est un mot excellent, réconfortant. J'ai de la reconnaissance pour celui qui l'a inventé. Il y a environ 24 heures de mer des Dardanelles jusqu'ici. À l'allure que le Tsarine Catherine a pratiquée depuis Londres, le bateau devrait donc arriver demain matin. Comme ce ne peut être plus tôt, nous avons décidé de nous retirer et de nous lever à 1h, afin d'être prêts. 25 octobre, midi. Aucune nouvelle de l'arrivée du bateau. Le message de Miss Harker au cours de la transe est le même que d'habitude, de telle sorte que nous pouvons apprendre quelque chose d'un moment à l'autre. Nous sommes dans la fièvre, à l'exception de Harker qui reste calme. Ses mains sont d'un froid de glace, et tout à l'heure je l'ai trouvé aiguisant le grand couteau Gurkha qu'il ne quitte plus. Vilaine perspective pour le comte, la pointe de ce kukri touchant sa gorge et enfoncée par cette main résolue et glaciale. Van Helsing et moi, nous sommes aujourd'hui quelque peu inquiets au sujet de Miss Harker. Elle est tombée un peu avant midi dans une sorte de léthargie qui ne plaît pas. Nous n'en avons rien dit aux autres, mais nous nous en attristons. Elle avait été très agitée toute la matinée, de telle sorte que nous fûmes d'abord contents de savoir qu'elle se reposait. Lorsque cependant son mari nous dit, en passant, qu'elle dormait si fort qu'il ne pouvait la réveiller, nous sommes entrés dans la chambre pour en juger par nous-mêmes. Elle respirait naturellement et semblait si bien, si paisible que nous sommes tombés d'accord pour penser que rien ne pouvait lui être plus bienfaisant que le sommeil. Pauvre petite, elle en a long à oublier. Rien d'étonnant si le sommeil le lui permet. Il lui est propice. Plus tard, notre sentiment était exact, car lorsqu'elle se réveilla, après avoir dormi plusieurs heures, elle parut plus animée, mieux portante qu'elle ne l'avait été depuis bien des jours. Au crépuscule, elle fit son habituel rapport sous hypnose. Où qu'il soit sur la mer Noire, le comte se hâte vers son but, vers son jugement. Oh, j'y compte bien. 26 octobre. Une journée encore sans nouvelles du Tsarine Catherine. Il devrait être ici à présent. Il navigue toujours quelque part, assurément, car Miss Harker, au cours de sa transe à l'aube, a répété ce qu'elle dit chaque jour. Il est possible que le navire soit immobilisé momentanément par du brouillard. Quelques steamers arrivés hier soir ont signalé des îlots de brume, à la fois au nord du port et au sud. Nous devons poursuivre notre guet, car le bateau peut être annoncé d'un moment à l'autre. 27 octobre, midi. Étrange. Aucune nouvelle du navire attendu. Miss Harker hier soir et ce matin a dit comme d'habitude vagues clapotantes au coup d'eau, tout en ajoutant « Les vagues sont très faibles ». Londres télégraphie invariablement, rien à signaler. Van Helsing, terriblement inquiet, vient de me dire qu'il redoute à présent que le comte nous ait échappé. Il ajoutait avec intention « Je n'aime pas cette léthargie de Madame Mina. Les âmes et les souvenirs peuvent faire d'étranges choses au cours d'hypnose. » J'étais sur le point de lui demander davantage quand, d'un signe de main, il m'avertit de me taire, car Harker entrait. Nous essayerons ce soir d'obtenir que Miss Harker nous en dise plus long au cours de la transe. Télégramme de Rufus Smith, Londres, à Lord Godalming, aux soins du vice-consul de Varna. 28 octobre. Tsarine Catherine, signalée à l'entrée du port de Galatz, aujourd'hui, à 1h. Journal du docteur Seward, 28 octobre. Quand nous parvint ce télégramme annonçant l'arrivée du navire à Galatz, le choc fut pour nous moins violent qu'on aurait pu le croire. Sans savoir d'où, ni quand, ni comment viendrait le coup, nous nous attendions à quelque chose de surprenant. Le retard de son arrivée à Varna avait convaincu chacun de nous que les événements ne se dérouleraient pas exactement comme nous l'avions prévu.
Il nous restait simplement à apprendre sur quel point se ferait la déviation. Ce fut néanmoins une surprise. La nature, je suppose, compte sur ce fond d'espérance qui nous fait croire, malgré nous-mêmes, que les choses seront comme elles devaient être, et non comme nous savons qu'elles sont. Le transcendantalisme est un fanal pour les anges, même si ce n'est qu'une allumette pour l'homme. Ce fut une étrange expérience où chacun de nous réagit à sa façon. Van Helsing leva les bras au ciel, comme pour s'expliquer avec le Tout-Puissant, mais sans dire un mot. L'instant d'après, il se ressaisit, le visage calme. Godalming devint très pâle. Il s'assit, la respiration entrecoupée. J'étais à demi étourdi, mon regard allait de l'un à l'autre. Kinsey Morris resserra sa ceinture de ce mouvement rapide que je connais si bien. Au temps de nos excursions et de nos chasses, cela signifiait « il faut agir ». Miss Harker devint pâle, comme une morte, et la balafre sur son front parut brûlante, mais elle joignit doucement les mains, comme si elle priait. Harker souriait. Oui, il souriait du sombre sourire amer de celui qui n'espère plus rien. Mais en même temps, ce sourire démentait ses paroles, car ses mains cherchaient d'instinct la poignée de son grand couteau gris et s'y cramponnaient. « Quand part le prochain train pour Galatz » demanda Van Helsing à la cantonade. « À 6h30 demain matin. » Nous sursautâmes car la réponse venait de Miss Harker. « Comment, bon Dieu, le savez-vous » demanda Hart. « Vous oubliez, ou peut-être vous n'avez jamais su, que j'ai la passion des trains. Chez nous, à Exeter, j'avais pris l'habitude d'étudier les horaires afin d'aider mon mari. Cela me parut souvent si utile que je continuais à le faire. Je savais que si nous étions obligés d'aller au château de Dracula, nous devrions passer par Galatz, ou en tout cas par Bucarest, et c'est pourquoi j'ai appris soigneusement les horaires. Il n'y a malheureusement pas grand-chose à apprendre, car le seul train, demain, part à l'heure que j'ai dite. « Quelle femme étonnante !» murmura le professeur. « Ne pourrions-nous faire chauffer un train spécial » demanda Godalming. Van Helsing secoua la tête. « J'ai peur que non. Ce pays ne ressemble ni au vôtre ni au mien. Si même nous avions un train spécial, il n'arriverait probablement pas avant l'autre. Sans compter que nous avons des préparatifs à faire. Il nous faut réfléchir, nous organiser. Ami Arthur, allez à la gare, prenez les billets. Arrangez tout afin que nous soyons prêts à partir demain matin. Ami Jonathan, allez au bureau maritime. Obtenez de ce bureau des lettres pour son agent de Galatz avec le droit de faire enquête sur le bateau, exactement comme nous l'avions ici à Varna. Kinsey Morris, allez trouver le vice-consul, obtenez son appui auprès de son collègue de Galatz, afin qu'il aplanisse notre route et que nous ne perdions pas de temps une fois que nous serons sur le Danube. John restera avec Madame Mina et moi pour délibérer, car vous pourrez être retenu, peu importe le moment du crépuscule, puisque je suis ici, auprès de Madame Mina. Et moi, dit-elle gaiement, plus semblable à son ancienne personnalité qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, j'essaierai de vous aider de diverses manières, en pensant et en écrivant pour vous comme j'en avais l'habitude. Quelque chose en moi se modifie étrangement, je me sens plus libre que je ne l'ai été depuis longtemps. Le visage des trois jeunes hommes s'éclaira, dès qu'ils crurent comprendre ce que signifiaient ces mots, mais Van Helsing et moi échangeâmes un regard sérieux et inquiet. Sur le moment, nous ne fîmes cependant aucun commentaire. Lorsque le trio fut parti accomplir sa mission, Van Helsing pria Miss Harker d'examiner les exemplaires des journaux et de prendre pour lui celui que Harker avait tenu pendant son séjour au château. Elle nous quitta. Dès qu'elle eut refermé la porte, il me dit « Vous avez la même idée que moi, parlez. » Il y a quelque chose de changé, une espérance qui me donne mal au cœur, car elle peut nous induire en erreur. D'accord. Savez-vous pourquoi je lui ai demandé d'aller chercher le manuscrit? Non, si ce n'est peut-être pour avoir une occasion de me voir seule à seule. C'est vrai, en partie, mon cher John, en partie seulement. J'ai quelque chose à vous dire. Mon ami, je vais prendre un terrible risque. Au moment où Madame Mina a prononcé ces mots qui tiennent notre esprit en suspens, une inspiration m'est venue. Il y a 3 jours, au cours de l'hypnose, le comte lui a député son esprit afin de lire en elle, ou plus exactement, il l'a appelée afin qu'elle le vît dans sa caisse de terre sur le bateau, au milieu des vagues, au moment où il est libéré par l'aube et par le crépuscule. Il a appris à ce moment ce que nous étions ici, car elle, qui peut aller et venir avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, a plus à raconter que lui dans son cercueil. Il fait en ce moment un effort suprême afin de nous échapper. Pour l'instant, il n'a pas besoin d'elle, convaincu dans son immense savoir qu'elle se rendra à son appel. Mais il a coupé la communication. Il a détendu son pouvoir sur elle afin qu'elle ne revienne plus vers lui. Voilà. Oui, voilà pourquoi j'espère que nos cerveaux d'hommes ont si longtemps appartenu à l'humanité et qui n'ont point perdu la grâce divine l'emporteront sur son cerveau d'enfant, enfermé depuis des siècles dans la tombe et incapable d'arriver à notre niveau, borné qu'il est à des travaux égoïstes et par conséquent mesquins. Voici Madame Mina, pas un mot concernant sa transe.
Elle n'en sait rien. Elle en serait abattue, désespérée, au moment où nous avons le plus besoin de son espoir, de son courage, de tout son cerveau comparable à celui d'un homme, mais qui est celui d'une douce femme, douée de plus d'une force que le comte lui a transmise et qu'il ne peut lui retirer tout d'un coup, même s'il imagine le contraire. Silence. Laissez-moi parler, vous comprendrez. John, mon ami, dans quelle terrible impasse nous sommes. J'ai peur comme jamais je n'ai eu peur. Nous ne pouvons que nous fier à Dieu. Silence. La voici. Je crus que le professeur allait s'effondrer, en une crise nerveuse, comme celle qu'il eut lors de la mort de Lucie. Mais un grand effort lui permit de se ressaisir, et il était totalement maître de lui quand entra Miss Harker, sereine, heureuse, occupée d'un travail qui semblait lui faire oublier son malheur. Elle remit aussitôt un paquet de feuilles dactylographiées à Van Helsing, qui les considéra attentivement, son visage s'éclairant à mesure qu'il lisait. Puis il dit, tenant les pages entre le pouce et l'index, « Ami John, c'est vous qui avez déjà une si grande expérience, et vous aussi, chère Madame Mina, qui êtes si jeune. Voici une leçon pour nous. Ne craignons jamais de penser fortement. Une demi-idée bouillonne souvent dans mon cerveau, mais autrefois j'avais peur de lui laisser prendre des ailes. Maintenant, mieux informée, je remonte à l'endroit d'où cette demi-idée m'est venue, et je découvre que c'est tout autre chose. Une idée véritable, même si elle est encore trop jeune pour se servir de ses petites ailes. Oui, elle est semblable au vilain petit canard de mon ami Hans Andersen. Ce n'est pas du tout une idée canard, mais une grande idée cygne qui vogue noblement sur ses grandes ailes lorsque le moment vient d'en faire l'essai. Je vous lis ce que Jonathan a écrit. À celui de ses descendants qui, bien plus tard, fit à nouveau passer le fleuve à ses troupes pour envahir la Turquie, qui, ayant battu en retraite, revient cependant plusieurs fois à la charge, seul et laissant derrière lui un champ de bataille où gisaient les soldats parce qu'il savait que finalement, à lui seul, il triompherait. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Pas grand-chose ? Non, l'esprit enfant du comte ne voit rien, c'est pourquoi il parle si librement. Votre esprit adulte ne voit rien, le mien non plus, en tout cas pas jusqu'à présent. Non, mais voici un autre mot d'une personne qui parle sans réfléchir, parce qu'elle non plus ne sait pas ce que cela signifie, ce que cela peut signifier. De même, voilà des éléments au repos, mais que le mouvement de la nature les entraîne et les met en contact, et pouf, jaillit un éclair de lumière, vaste comme le ciel, qui aveugle et tue et détruit, mais qui révèle la terre ici-bas, sur des lieux et des lieux. N'est-ce pas ainsi ? Bon, je m'explique. D'abord, avez-vous étudié la philosophie du crime ? Oui et non. Vous, John, oui, car elle est comprise dans l'étude de la folie. Vous, Madame Mina, non, car le crime ne vous concerne pas, sauf qu'il vous a concerné une seule fois. Mais votre esprit va à son droit chemin et raisonne du particulier à l'universel. Il y a chez les criminels une particularité si constante en tout pays, en toute époque, que même la police, qui ne sait pas grand-chose de la philosophie, est arrivée empiriquement à l'affirmer. Le criminel s'obstine sur un crime unique, du moins le vrai criminel, qui semble prédestiné au crime et ne poursuit rien d'autre. Le criminel n'a pas un cerveau complètement adulte. Il est lucide, habile, plein de ressources, mais en ce qui concerne le cerveau, sa croissance n'est pas complète. Sous bien des rapports, il est resté au stade de l'enfant. Or, notre criminel est prédestiné au crime, son cerveau est demeuré infantile, car c'était un enfantillage ce qu'il a fait. Le petit oiseau, le petit poisson, le petit animal ne s'instruisent pas en vertu de principe, mais par l'expérience. Et ce qu'ils apprennent leur sert de tremplin pour en faire davantage. Donnez-moi un point d'appui, disait Archimède, je soulèverai le monde. Le premier essai est le point d'appui grâce auquel un cerveau d'enfant devient adulte. Et jusqu'au moment où il se propose d'en faire davantage, il recommence chaque fois ce qu'il a fait auparavant. Ma chère, je vois que vos yeux se sont ouverts et que l'éclair illumine pour vous des lieux de pays. En effet, Miss Harker battait des mains et ses regards brillaient. Il poursuivit. Maintenant parlez, dites-nous, à nous, les froids savants, ce que vous voyez avec vos yeux si brillants. Il lui prit la main tandis qu'elle parlait, le pouce et l'index lui tenant l'artère instinctivement. Inconsciemment, je pense. Le comte est un criminel du type criminel, dit-elle. Nordau et Lombroso le mettraient dans cette catégorie. Et parce que criminel, son esprit est resté imparfait. C'est pourquoi si une difficulté se présente, il cherche la solution dans la routine. Sa seule ressource est son passé. La seule page que nous en connaissions, de sa propre bouche, nous apprend qu'une fois, déjà dans une mauvaise passe, comme dirait M. Maurice, il rentra dans son pays, après avoir tenté d'en envahir un autre, et là, sans renoncer à son objectif, se prépara à une nouvelle tentative. Il revint à la charge, mieux équipé, et gagna la partie.
C'est ainsi qu'il parvint à Londres pour conquérir un pays nouveau. Il fut vaincu, et quand tout espoir fut perdu, que son existence même fut en danger, il s'enfuit par mer pour rentrer chez lui. Juste comme autrefois il avait passé le Danube pour revenir de Turquie. Très bien, ô dame intelligente, s'écria Van Helsing avec enthousiasme, et s'inclinant pour lui baiser la main. Un instant après, aussi calme que s'il avait donné une consultation dans une chambre de malade, il se tourna vers moi. 72 pulsations, pas plus, et dans une telle excitation, j'ai bon espoir. Puis s'adressant à nouveau à elle, il reprit avec impatience. « Mais poursuivez, vous pouvez dire davantage si vous voulez, n'ayez aucune crainte, John et moi nous savons, moi en tout cas, et je vous dirai si vous êtes dans le vrai. Parlez sans peur. » J'essaierai, mais pardonnez-moi si je semble ne parler que de moi. Non, ne craignez rien, vous devez parler de vous, puisque c'est à vous que nous pensons. Eh bien, en tant que criminel, il est égoïste. Comme son intelligence est étroite et son action fondée sur l'égoïsme, il se borne à un seul objectif et n'y admet aucun remords. De même qu'il repassa le Danube, laissant massacrer ses hommes, de même à présent, il songe à se mettre à l'abri, et le reste ne l'intéresse plus. C'est pourquoi son égoïsme libère quelque peu mon âme du pouvoir terrifiant qu'il avait pris sur moi pendant la nuit sinistre. Grâce en soit rendue au Dieu de miséricorde, mon âme est plus libre qu'elle ne l'a été depuis cette nuit affreuse. Et une seule crainte me hante encore. Dans une transe, dans un rêve, a-t-il pu employer à ses fins une connaissance venue de moi ? Le professeur se leva. Il l'a fait, dit-il. C'est ainsi qu'il nous a laissés ici, à Varna, tandis que le bateau qui l'emportait fonçait dans une colonne de brouillard vers Galatz, où, nous n'en doutons pas, il avait tout préparé afin de nous échapper. Mais son cerveau d'enfant n'a pas vu au-delà. Il ne peut se faire, comme le veut toujours la divine providence, que ce malfaiteur a considéré comme son bien devienne son suprême malheur. Le chasseur se prend à son propre lacet, dit le grand psalmiste. En effet, à présent qu'il se croit libéré de toute poursuite de notre part et qu'il nous a échappé avec tant d'heures d'avance sur nous, son égoïsme cerveau d'enfant va lui conseiller de prendre du repos. Il pense de plus que, puisqu'il a coupé son esprit du vôtre, vous ne savez plus rien de lui. Et là gît son erreur. Le terrible baptême de sang qu'il vous a infligé vous laisse libre d'aller en pensée vers lui, ainsi que vous l'avez déjà fait quand le soleil se lève et se couche. À ces moments-là, c'est à ma volonté que vous obéissez et non la sienne. Ce pouvoir, pour votre bien et celui d'autrui, vous l'avez gagné en souffrant par ses mains. Ce don est d'autant plus précieux qu'il ignore, et pour que le préserver, il s'est coupé de toute connaissance relative à nous. Nous, en revanche, nous ne sommes pas égoïstes et nous croyons que Dieu est avec nous à travers toute cette noirceur et ces heures sombres. Nous poursuivrons ce monstre. Nous ne flancherons pas, même si nous sommes en danger de devenir semblables à lui. Mon cher John, ceci fut un vrai moment, fort important pour nous. Faites-vous scribe et consignez tout cela, afin qu'au retour des autres, leur mission faite, vous puissiez leur faire connaître et qu'ils sachent ce que nous savons. J'ai donc écrit en les attendant, et Miss Harker a tout tapé à la machine, du moins à partir du moment où elle nous a apporté le journal de son mari. Chapitre 26. Journal du docteur Seward. 29 octobre. J'ai écrit ceci dans le train entre Varna et Galatz hier soir. Nous nous sommes réunis un peu avant le coucher du soleil. Chacun de nous a de son mieux accompli sa tâche. Si à la réflexion, l'audace, l'occasion nous servent, nous sommes prêts pour le voyage qui doit nous mener jusqu'au château même de Dracula, et pour la tâche qui nous attend à Galatz. À l'heure habituelle, Miss Harker se prépara pour son effort hypnotique. Van Helsing mit plus de temps et eut plus de peine cette fois à la faire entrer en transe. Elle se met généralement à parler dès le premier signe, mais le professeur dut l'interroger, et de la façon la plus précise, afin d'apprendre quoi que ce fût. La réponse vint enfin. Je ne distingue rien. Nous sommes immobiles. Il n'y a pas de clapotis, mais un remous continuel et doux de l'eau contre la mare. J'entends des voix d'hommes qui appellent, de près, de loin, ainsi que le glissement, le grincement des rames sur les tolets. On tire quelque part un coup de feu. L'écho semble venir de très loin. Des pas résonnent sur ma tête. On traîne des cordes, des chaînes. Qu'est-ce donc? Voilà un rayon de lumière. Je sens sur moi un souffle de vent. Elle n'en dit pas plus. Elle était restée, comme si on la poussait du sofa où elle était étendue, et levait les deux mains, les paumes tournées vers le haut, comme pour soutenir un fardeau. Van Helsing et moi, nous nous regardâmes car nous comprenions. Kinsey levait également les sourcils en la regardant fixamment, tandis que la main de Harker se crispait instinctivement sur la soignée de son pucerie. Il y eut une longue pause. Nous savions tous que le temps s'écoulait, où elle aurait pu nous parler, mais nous sentions qu'il était inutile de dire quoi que ce fût. Elle se leva brusquement, ouvrit les yeux et demanda doucement. « Aucun de vous ne veut une tasse de thé? Vous devez être si fatigué. » Nous ne pouvions que lui faire plaisir et nous acceptâmes. Elle s'affaira pour se procurer du thé. Van Helsing dit, quand elle fut sortie, « Mes amis,
Vous avez compris. Il est près d'une côte. Il a quitté son coffre de terre, mais il lui faut gagner le rivage. Pendant la nuit, il peut se cacher n'importe où, mais s'il n'est pas transporté sur la côte ou si le bateau ne la touche pas, il ne pourra pas l'atteindre. Dans une telle circonstance, il peut la nuit changer de forme, sauter ou voler vers le rivage, comme il l'a fait à Whitby. Mais si le jour vient avant qu'il ait accosté, il n'échappera pas. Il n'échappera que s'il est transporté. Et s'il l'est, les douaniers peuvent découvrir ce que contient la caisse. En conclusion, s'il n'arrive pas à gagner la terre cette nuit ou avant l'aube, un jour entier est perdu pour lui, et nous pouvons alors arriver à temps. Car s'il ne s'échappe pas pendant la nuit, nous l'approcherons en plein jour, enfermé dans son coffre et à notre merci. Il n'ose pas se révéler sous sa nature véritable, éveillé, visible, de peur d'être découvert. Il n'y avait rien à ajouter. Nous attendîmes donc patiemment jusqu'à l'aube, le moment où Miss Harker pourrait nous apprendre quelque chose. À la pointe du jour, nous nous apprêtions à écouter, le souffle coupé par l'anxiété, ce qu'elle répondrait au cours de la transe. L'hypnose fut encore plus longue à s'établir que précédemment. Et lorsqu'elle se produisit, si peu de minutes nous séparaient du lever du soleil que le désespoir nous prit. Van Helsing mettait toute son âme dans son effort. Elle répondit, enfin, obéissant à sa volonté. « Tout est obscur. J'entends le clapotis de l'eau, à mon niveau, et du bois qui craque sur du bois. » Elle n'en dit pas plus, et un soleil rouge apparut. Il nous faut attendre jusqu'à ce soir. C'est ainsi que nous avançons vers Galatz, dans une atmosphère angoissée. Nous devons y arriver entre 2 et 3 heures du matin. Mais depuis Bucarest, nous avons 3 heures de retard, de sorte que nous n'arriverons sans doute que bien après le lever du soleil. 2 messages hypnotiques de Miss Harker pourraient donc encore nous parvenir. L'un d'eux, tous les deux peut-être, peuvent jeter quelques lumières sur les événements. Plus tard. Encore un coucher de soleil qui heureusement est survenu en un moment où rien ne nous distrayait. S'il avait coïncidé avec un arrêt dans une gare, nous n'aurions pu nous assurer le calme et la solitude nécessaires. Miss Harker était encore moins disposée que le matin à se soumettre à l'hypnose. Je crains de voir son don se déchirer, les sensations du conte disparaître jusqu'au moment où nous en avons le plus besoin. Jusqu'à présent, elle s'est bornée au cours de la transe aux faits les plus simples, ce qui, en se prolongeant, pourrait finalement nous induire en erreur. Si je pouvais penser que le pouvoir du conte sur elle décline en même temps que son don de voyance, j'en serais heureux, mais je doute que ce soit le cas. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut en des termes énigmatiques. Quelque chose disparaît, je sens passer sur moi comme un vent glacial. J'entends au loin des bruits confus, on dirait des hommes qui parlent une langue étrangère, une cascade furieuse et des loups qui hurlent. Elle s'arrêta, secouée par un frisson qui s'accrut pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'enfin elle trembla, comme frappée de paralysie. Elle ne répondit plus aux questions impérieuses du professeur. Au réveil, elle était glacée, épuisée, prostrée, mais maîtresse de son esprit. Elle ne se rappelait rien, mais elle voulut savoir ce qu'elle avait dit. Lorsqu'elle l'apprit, elle y réfléchit profondément, longtemps et en silence. 30 octobre, 7 heures du matin. Nous approchons après temps de Galatz. Et plus tard, je manquerai peut-être de temps pour écrire. Nous avons tous guetté ce matin l'arrivée de l'aube. Sachant qu'il lui est chaque jour plus difficile d'obtenir l'hypnose, Van Helsing commença ses passes plus tôt que d'habitude. Sans résultat toutefois, jusqu'au moment normal, où elle céda avec une peine croissante d'1 minute avant l'apparition du soleil. Sans perdre de temps, le professeur lui posa des questions, auxquelles elle répondit avec une égale promptitude. Tout est noir. J'entends le remous de l'eau au niveau de mon oreille et du bois qui craque sur du bois. Plus bas, du bétail. Il y a aussi un autre bruit. Bizarre. On dirait... Elle s'interrompit, très pâle, pâlissant de plus en plus. La suite, parlez, je vous l'ordonne !» s'écria Van Helsing d'une voix déchirante, et son regard était désespéré car le soleil levant teintait de rouge jusqu'au pâle visage de Miss Harker. Elle ouvrit les yeux, et nous tressaillîmes quand elle dit doucement et d'un air extrêmement inquiet. « Professeur, pourquoi demander de moi ce que vous savez m'être impossible? Je ne me rappelle rien. » Puis voyant l'étonnement sur nos visages, elle reprit. « Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Je ne sais rien, sinon que j'étais couchée là, demi-endormie, et que je vous entendais dire « La suite, parlez, je vous ordonne !» C'était si étrange de vous entendre me commander comme si j'étais une enfant coupable. « Mais Madame Mina, répondit-il tristement, c'est une preuve, si tant est qu'il en faille une, de l'amitié et du respect que j'ai pour vous. En effet, un mot dit pour votre bien, prononcé plus sérieusement que jamais, paraîtra nécessairement étrange du seul fait qu'il exprime un ordre adressé à celle que je suis si fière d'obéir. » Coup de sifflet. Nous approchons de Galatz. Nous sommes sur des braises à force d'anxiété et d'impatience. Journal de Mina Harker, 30 octobre. Monsieur Maurice m'a emmené à l'hôtel où nos chambres avaient été retenues par télégramme.
Il est celui dont on peut le mieux se passer, étant donné qu'il ne parle aucune langue étrangère. Les forces furent distribuées comme à Varna, à ceci près que ce fut Lord Godalming qui se rendit chez le vice-consul, son rang pouvant servir de garantie auprès d'un personnage officiel dans l'extrême urgence où nous sommes. Jonathan et les 2 médecins furent à l'agence maritime pour avoir quelques nouvelles au sujet du tsarine Catherine. Plus tard, Lord Godalming est de retour, le consul est absent, le vice-consul est malade. Les affaires courantes sont expédiées par un employé qui s'est montré très bien disposé, offrant de faire tout ce qui est en son pouvoir. Journal de Jonathan Harker, 30 octobre. À 9h, le docteur Van Helsing, le docteur Seward et moi-même sommes allés chez Mackenzie et Steikoff, les agents de la firme Abgood de Londres. En réponse à une demande de Lord Godalming, ils avaient reçu un télégramme de Londres, les invitant à nous témoigner toute la déférence possible. Ils furent plus que courtois, plus qu'obligeants, et nous emmenèrent séance tenante à bord du tsarine Catherine qui était à l'ancre dans le port fluvial. Nous vîmes le capitaine, un nommé Donelson, qui nous raconta son voyage. Il nous dit que de toute sa vie, il n'avait eu une meilleure traversée. Voilà, dit-il, ça nous a même effrayés, car nous nous attendions à devoir payer ça par un sale coup de malchance afin de revenir à une juste moyenne. Ce n'est pas prudent de naviguer de Londres à la mer Noire avec le vent en poupe comme si le diable en personne vous soufflait dans les voiles pour ses fins personnelles. Et avec ça pas moyen de rien voir du tout, chaque fois que nous approchions d'un navire ou d'un port ou d'un cap, un brouillard nous tombait dessus et voyageait avec nous. Et quand il se levait et que nous pouvions découvrir le pays, il n'y avait plus qu'un damné vide. Nous avons passé Gibraltar sans pouvoir nous signaler, et quand nous sommes arrivés aux Dardanelles, où nous devions attendre une autorisation de passer, nous n'avons jamais été apportés d'être arrêtés. J'ai d'abord pensé à diminuer la pression et à louvoyer, jusqu'à ce que le brouillard ait disparu, mais après tout, j'ai réfléchi que si le diable s'était mis en tête de nous amener en mer Noire dans un temps record, il le ferait, que nous le voulions ou non. Une traversée rapide, ce n'était pas pour nous desservir auprès de la compagnie, ni pour gêner nos affaires. Et le vieux Satan, qui aurait accompli à ses fins personnelles, nous saurait gré de ne pas l'avoir contrecarré. Ce mélange de bonhomie et de roublardise, de superstition et d'astuce commerciale excita Van Helsing qui dit « Mon ami, le diable est plus malin que certains ne le pensent, et il sait à qui il parle. » Le compliment ne déplut pas à l'autre, qui poursuivit. Après le Bosphore, les hommes ont commencé à ronchonner. Les Roumains vinrent me trouver pour me demander d'envoyer par-dessus bord une grande caisse qui avait été chargée par un drôle de vieil homme, juste au moment où nous quittions Londres. Je les avais vus reluquer les gars et lever 2 doigts à son approche pour se garder du mauvais œil. Les superstitions des étrangers, est-ce qu'elles peuvent être ridicules? Je les ai renvoyés à leur boulot en 2 temps 3 mouvements. Mais tout juste après, un coup de brouillard nous tombe dessus. Et je me demande s'il n'y avait pas quelque chose de vrai dans ce qu'il disait. Quoique je n'ai rien contre la grande caisse. Bon, on avance, et comme le brouillard ne cesse pas de 5 jours, je laisse le vent nous porter, car si le diable voulait arriver quelque part, eh bien, il n'y avait qu'à se laisser faire. Et s'il ne voulait pas, de toute façon, nous garderions un œil attentif. Eh bien, nous avons eu bonne route, et eau profonde tout le temps. Et avant-hier, quand le soleil levant a percé le brouillard, nous sommes retrouvés sur le fleuve, juste en face de Galatz. Les Roumains étaient furieux, ils voulaient ni cric ni crac que je lance la caisse dans l'eau. J'ai dû discuter avec eux à coups d'inspect. Et quand le dernier a débarrassé le plancher en se tenant la tête à 2 mains, je les ai persuadés que, mauvais œil ou pas mauvais œil, les biens et la confiance de mes employeurs étaient mieux à leur place dans mes mains qu'au fond du Danube. Remarquez qu'ils avaient amené la caisse sur le pont, tout prêt à l'expédier, et qu'elle portait l'indication « Galatz par Varna ». Je voulais la laisser là, jusqu'après le déchargement dans le port, pour m'en débarrasser tout d'un coup. Nous n'avons pas beaucoup déblayé ce jour-là, et nous avons dû rester toute la nuit à l'ancre. Mais au petit matin, 1 heure avant le lever du soleil, un homme est venu à bord avec une procuration envoyée d'Angleterre pour recevoir une caisse adressée au comte Dracula. Sûr que l'affaire le concernait, ce papier était en règle. J'étais content de me débarrasser de cette damnée chose, car je commençais moi-même à ne plus me sentir tranquille. Si le diable a embarqué du bagage dans mon bateau, c'est ça, et rien d'autre. « Comment s'appelle celui qui en a pris livraison ?» demanda Van Helsing, dominant son impatience. Je vous le dis tout de suite. » Et descendant dans sa cabine, il ramena un reçu, signé Emmanuel Hildesheim, Burgenstrasse, 16. Nous ne pûmes rien en tirer de plus du capitaine et nous le quittâmes en le remerciant. Nous avons trouvé Hildesheim à son bureau, un juif avec une trogne de mouton et un fez. Son exposé fut ponctué d'espèces trébuchantes, ses virgules étant apportées par nous, et avec quelque profit pour lui, il nous dit ce qu'il savait, qui se révéla peu compliqué mais capital. Il avait reçu une lettre de M. de Ville de Londres, le priant de prendre réception si possible avant le lever du soleil, afin d'éviter la douane d'une caisse qui arriverait de Galatz sur le tsarine Catherine. Il devait la donner en charge à un certain Petrov Skinski, qui était en relation avec des Slovaques, lesquels trafiquaient sur le fleuve et jusqu'au port.
Il avait reçu pour sa peine un billet anglais, dont la Banque internationale du Danube lui avait donné aussitôt la contre-valeur en or. Il avait conduit Sinski au bateau et lui avait remis la caisse afin d'éviter les frais de factage. Il n'en savait pas plus. Nous voilà en quête de Sinski, mais sans parvenir à le trouver. Un de ses voisins, qui ne semble pas le porter dans son cœur, déclare qu'il est parti avant-hier on ne sait où. Nouvelle confirmée par son logeur, à qui un messager a remis la clé de la maison et le prix du loyer en monnaie anglaise. Cela s'est passé entre 10 et 11 heures la nuit dernière. Nous nous retrouvons à un point mort. Tandis que nous bavardons, arrive en courant, hors d'haleine, quelqu'un qui crie que le corps de Sinksi a été découvert à l'intérieur du cimetière de Saint-Pierre, la gorge ouverte, comme par un animal sauvage. Nos interlocuteurs s'élancent pour aller voir ce spectacle d'horreur, tandis que les femmes s'écrient « C'est un Slovaque qui a fait ça !» Nous nous dérobons, de peur d'être impliqués dans l'affaire, retardés. De retour à l'hôtel, nous étions incapables d'arriver à aucune conclusion précise. Nous sommes tous convaincus que le coffre poursuit son chemin par haut mais vers haut. C'est ce qu'il nous reste à découvrir. C'est le cœur lourd que nous avons retrouvé Mina. Une fois réunis, nous nous sommes demandé ce qu'il fallait lui communiquer les dernières nouvelles. Comme tout semble désespéré, c'est notre dernière chance, si précaire qu'elle soit.